Bonjour et ravi de vous retrouver sur Couleur TV pour notre rendez-vous hebdomadaire ANEM Débat. Aujourd'hui, c'est notre cinquième thème, donc nous allons parler de l'éducation, en fait, quel avenir pour l'éducation au Niger. Donc pour discuter de ces thèmes, j'ai à m'accompagner nos deux ingénieurs, donc nos invités qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc à ma droite, vous avez M. Naremouni, ingénieur en informatique, c'est bien cela. Et à ma gauche, M. Adamou Amadou, donc ingénieur, rappelez-moi, en mécatronique, exactement. Donc voilà. Donc parler de l'éducation au Niger, c'est parler justement de nos chers élèves nigériens, c'est parler de nos étudiants, c'est parler de nos enseignants, en fait, de nos professeurs, c'est parler des parents d'élèves, c'est parler de l'État nigérien, de nos différents ministères chargés de l'éducation. Donc, pour traiter de toutes ces questions, on va faire un petit saut, on va dire historique. Nous savons que notre système éducatif à lui-même, en fait, n'a pas toujours été défaillant, comme nous le constatons aujourd'hui. Ce système éducatif a été très performant, il a été au rendez-vous, au diapason de tous ses compères, en fait, de la sous-région et même de l'Afrique tout entière. Parce que rien qu'à constater, en fait, nos leaders qui ont été formés, je parle du président de la République, je parle de nos ministres, de nos députés, jusqu'aux plus petits fonctionnaires de l'État. Ils sont tous passés par ce système éducatif, ils ont tous été à la même école publique qui les a formés et aujourd'hui c'est une fierté pour nous. Nous-mêmes, on est passé par ce système et aujourd'hui on est fiers justement de s'asseoir pour discuter de l'avenir de l'éducation au Niger. Et donc pour ça, il y a un constat qui est d'office, en fait, c'est que on a une certaine baisse du taux de scolarisation à lui-même, du taux d'alphabétisation, en fait, que nous constatons et qui malheureusement est chronique, en fait, d'année en année. Je vous invite juste à faire une petite visite sur l'annuaire des statistiques, en fait, que le ministère de l'enseignement primaire a publié, titre de l'année 2019 qui vient de s'écouler. Dans cette annuaire, les chiffres parlent d'eux-mêmes, en fait. Vous constaterez que, juste pour un petit exemple, en fait, par rapport au taux d'admission au titre de l'année sur toute l'étendue du territoire, ce taux-là, il a connu une baisse de moins 4%. Bon. Donc, moins 4% par rapport aux 5 dernières années. Donc, vous constaterez que ça ne fait que baisser. En plus du taux d'admission, du taux de scolarisation en lui-même, le taux de réussite également est en baisse. Je prends juste l'exemple du baccalauréat. En 2018, on a eu un taux de 28% de réussite. Et en 2019, on est arrivé à peine à 26%. Donc, cette année 2020, même si on n'a pas de taux, les tendances constatées ne sont d'ores et déjà pas au rendez-vous. Donc, tout ceci, en fait, fait en sorte qu'aujourd'hui, nous a suscité à se poser la question, quel avenir pour l'éducation au Niger? Et donc, pour traiter de ce sujet, j'aimerais déjà partir sur la première question que je vais poser à mon ingénieur Adamou. En fait, pourquoi on constate que de plus en plus, il y a moins d'enfants qui partent à l'école? Pourquoi cette baisse quasi constante, en fait, du taux de scolarisation et en même temps de l'alphabétisation au Niger actuellement? Merci, docteur Suleiman, de m'avoir donné la parole. Eh bien, c'est vrai que ces dernières années, le taux de scolarisation et d'alphabétisation, il a baissé. Et ça, pour plusieurs raisons. Donc, il y a d'abord des raisons sociales. Et aussi, il y a d'abord les raisons sociaux. Et aussi, il y a des raisons économiques. Ce sont des raisons récurrentes et auxquelles, donc, certains aléas de dernière minute pendant les années, notamment les années antérieures, 2 ans, et qui ont donc accentué ces éléments-là. Donc là, je cite le terrorisme qui a accentué ces éléments et dans certaines zones du Niger. Voilà, et aussi il y a côté social, c'est que au Niger, on ne valorise pas l'éducation. C'est pas dans notre culture, donc ce qui fait que voilà, les enfants partent de moins en moins à l'école en ce qui concerne le taux de scolarisation. Donc je parlais tout de suite du terrorisme dans certaines zones.
Et parce que dans les zones là où il y a l'insécurité, c'est vrai que bon, les parents ne vont pas laisser leurs enfants aller à l'école. Et donc, ça s'explique, c'est clair. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est surtout la défaillance de l'État. Donc, à ne pas à ne pas agir sur certaines situations, à ne pas prévoir certaines situations. Si on prend l'exemple de la Pologne, par exemple, en Seconde Guerre mondiale, et la Pologne, elle a mis en place un système appelé éducation clandestine. Donc, ce système consiste donc à former les futurs cadres qui vont donc reconstruire la Pologne après la guerre. D'accord. Donc là, vous voyez que le système polonais a été donc, il a prévu certaines situations, même si là, il s'agit de la Deuxième Guerre mondiale, mais là, nous, on a affaire à du terrorisme, c'est pas comparé, mais eux, ils ont su quand même apporter quelque chose. Donc, sur ce point, je me dis pourquoi le système éducatif du Niger, à travers le ministère de l'Éducation, ne pas faire pareil. Parce qu'eux nous ont dévancé, pourquoi ne pas donc copier. Donc, moi, je me dis que la principale raison, elle découle de cela. Voilà, donc, bon, il faut aussi le dire qu'il y a une ONG, donc COP, qui a donc mis en place un petit système afin d'assurer donc l'éducation pour près de 21 000 personnes dans la région de Difa. Donc ça, c'est un acte à saluer. On peut dire que bon, là, ils veulent garantir la continuité de scolarisation dans cette zone, notamment à Difa. Mais ici, nous voulons que l'action vienne de l'État. Nous voulons que l'État soit l'élément déclencheur de cette action. Parce que eux, ils vont participer. On ne sait pas ce qu'ils vont inculquer aux élèves. C'est d'ailleurs pas des gens du pays, donc on ne sait pas ce qu'ils vont amener. Une question de contrôle, on va dire. Tout à fait. Ouais. Et pour finir, oui, voilà. Et j'ai évoqué un point qui est donc au Niger, on n'a pas une culture donc qui est de l'éducation. Voilà, donc effectivement, on retient de l'intervention de l'ingénieur Adamou qu'il s'agit de problèmes d'abord sécuritaires. En fait, il y a des raisons sécuritaires qui font en sorte que le taux baisse. Donc, c'est que nous pouvons comprendre aisément, justement, surtout par rapport à 2019, comparativement aux 5 dernières années. Donc, il y va de soi avec le taux d'insécurité qui augmente. Donc, on sait bien qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont complètement fermées depuis quelques temps dans les régions de Difa et Tillabéri, donc ça va de soi. Mais au-delà, comme il l'a souligné, il y a quand même des raisons sociales. Donc, je ne sais pas là-dessus si l'ingénieur Moumouni veut ajouter quelque chose. Merci, Dr Suleiman, de m'avoir passé la parole. Il y a des points, effectivement, sur lesquels Adam a évoqué. Ce sont des raisons pour moi valables. Et il y a des points qu'il faut prendre avec beaucoup d'attention en fait. Parce que sur le fait qu'il faudrait prendre des systèmes, les copier, j'aimerais peut-être rappeler là-dessus, il faudrait pas qu'on prenne et qu'on copie. Parce que il faut faire attention aux copies, il faut savoir le faire. Notre système déjà, c'est un système qui est emprunté depuis plusieurs années. Et c'est cette défaillance-là du fait que le système il a été emprunté, c'est une raison pour moi qui a entraîné cette défaillance-là, ce manque, ce taux de scolarisation qui est en train de baisser. Et pourquoi? Parce que quand vous prenez par exemple notre système éducatif, il n'est pas adapté à notre réalité. Donc du coup, il faut qu'on essaie de l'adapter peut-être pour essayer d'augmenter ce taux-là. Et les raisons sociales, ce qui fait en sorte que les gens vont de moins en moins à l'école, c'est évidemment dû à la pauvreté. Au Niger, on sait qu'il y a un taux de pauvreté qui est assez élevé. Et pour le savoir, il faut aller dans les villages, comme j'aime le dire. C'est là-bas qu'on sait qu'il y a vraiment des gens qui sont pauvres et qui partent pas à l'école en fait. Est-ce que vous voyez? Parce que rien qu'en fait que les gens, la saison de pluie arrive,
il y a l'école, elle continue toujours, mais ils vont récupérer leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de laisser les enfants continuer l'école et ils savent pas l'importance que cela implique. Donc, ils récupèrent leurs enfants. Et un autre point qui est vraiment très important, il faut rappeler que maintenant, quand vous voyez au Niger, le taux de scolarisation, surtout des jeunes filles, il est en train de baisser vraiment à la chute. Parce que dans une classe, vous pouvez trouver qu'il n'y a que des garçons. Pourquoi? La raison est toute simple. Les enseignants, vraiment, ils sont de moins en moins responsables. Quand je dis de moins en moins responsables, par exemple, quelqu'un met sa fille, elle est en 3e ou bien 4e, c'est les mêmes enseignants qui vont peut-être faire des choses qui sont pas bien avec et ça pousse les parents à lever leurs enfants de l'école. Voilà, donc c'est ce que j'ai apporté par rapport au point. Je remercie ingénieur Moumouni. Bon, je vois que juste alors, juste avant de rebondir à nous, donc juste pour faire ce que l'on retient en fait de l'intervention de mon ingénieur Moumouni, donc c'est que c'est bien de prendre un autre système, mais il faut l'adapter en fait à nos propres réalités au Niger. Et il a souligné aussi une autre réalité tout dernièrement que je retiens, les scandales qu'il y a eu en fait, surtout les scandales sexuels. Donc c'est malheureux, on le sait. Et bon, c'est vrai que ce ne sont pas des scandales vraiment généralisés, mais ils sont vraiment assez importants pour qu'on en parle. C'est malheureux, donc nous invitons justement ces gens d'enseignants à être beaucoup plus responsables parce que ce sont nos petites sœurs, en fait, demain ce seront nos filles, nos propres filles. Donc le métier d'enseignant, il est à prendre avec beaucoup de respect en fait. Il doit regagner toute sa notoriété, si vous voulez, côté éthique en fait, et tout le respect qui va avec. Donc, vous pouvez rebondir rapidement, on va passer juste à la deuxième préciser question. au niveau du copie du système. En fait, ce que j'aimerais dire, eux les Polonais, ils ont su réagir suite à la situation. Il y a une situation, donc, c'est pas tout le système, mais ce point-là qu'ils ont fait, pourquoi nous, suite au terrorisme, le système éducatif n'a pas su voir qu'il y a le terrorisme, donc pourquoi ne pas faire, donc mettre en place un système d'éducation clandestine. Donc vous mettez plus l'accent sur le côté prévisionnel de la chose. Exactement, pas la tout le copie système tout à fait de tout le système. D'accord. Et aussi, bon, pour ajouter un petit truc, vous avez souligné un point très important qui est la pauvreté. C'est vrai que dans une famille qui est pauvre, s'il y a un enfant, même s'il aime étudier et que s'il voit ses grands frères revenir à la pauvreté, si on ajoute aussi le chômage, parce qu'au Niger, tout le monde veut aller donc prendre un boulot, il veut être embauché. Et donc, si son grand frère il revient avec peut-être un bac plus 5 et qu'il est au chômage, ça va pas l'encourager à continuer ses études, vu qu'il y a une urgence, il faut qu'il parte trouver de l'argent afin de nourrir donc sa famille. Et la vie devient de plus en plus chère. Justement, c'est surtout l'exemple qu'il a apporté en milieu rural. En fait, c'est là qu'on constate vraiment les difficultés de la vie aujourd'hui au Niger. Ce qui fait que tu vas voir beaucoup de parents préfèrent justement récupérer leurs enfants pour les envoyer au champ parce qu'il n'y a personne qui va travailler à part ces enfants-là. Donc, et pour lui, franchement, comme vous venez de le dire, il ne voit pas le gain qu'il y a dans l'école parce que très souvent, en fait, ils n'arrivent pas à dépasser le collège, ils reviennent encore au village. Donc, ce qui fait qu'il ne voit pas un exemple de réussite qui peut le susciter à laisser les enfants, à les encourager pour qu'ils y arrivent. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, on doit valoriser l'éducation, surtout en milieu rural. C'est là qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Donc, cette question, on en a assez débattu. Je pose la deuxième question à l'ingénieur Wouli. En fait, bon, quelle analyse vous faites du système en lui-même, globalement, du système éducatif nigérien aujourd'hui? Merci donc Suleiman pour cette question. Je pense que c'est une question qui est vraiment assez intéressante. Il faut le dire aujourd'hui, le système éducatif nigérien, il va très mal. C'est quelque chose, déjà on a rappelé d'après les chiffres, on sait que ça va mal, donc pour moi, il faut pas qu'on reste sur ces chiffres-là en train de chercher les coupables. Il faut passer à l'action et chercher des solutions à ces mots-là. Et comme je l'ai dit, les mots de ce système éducatif-là,
ils viennent en fait du fait que ce système-là, il est emprunté. Et il faut qu'on trouve des solutions à cela en cherchant des systèmes éducatifs qui sont adaptés à nos réalités. D'accord, moi je remercie Genève Moumeni. Alors je ne sais pas ce que M. Adam pense du système globalement en fait aujourd'hui. Bon, et là pour un peu analyser le système actuel, et il faut essayer de voir dans le, comment dirais-je, dans le passé, reculer un peu. Et au tout début, donc bon, au tout début, peut-être au niveau de l'indépendance, quand le système a été créé, jusqu'à un certain moment, le système, il était bien. Donc, si vous constatez, là, je parle de niveau, donc de nos parents, de nos frères, ils avaient un très bon niveau, un niveau CFEPD, il peut donc enseigner, et donc les élèves de classe antérieure. Ça, c'est bien, et actuellement, c'est pas le cas. Donc, dès lors, vous constatez que vraiment, il y a un problème au niveau du système actuel. Mais il y a un truc que j'aimerais souligner, et que je trouve très bien, c'est une prise de conscience que j'ai constatée au niveau des universitaires. Donc, tout récemment, il y a un monsieur qui avait parlé, donc, publiquement, en annonçant que, voilà, lorsqu'ils font de la grève, ils détruisent le bien que leurs parents ont construit et tout ça, parce que vous savez, avant, quand ils font la grève, c'est la catastrophe. Mais là, actuellement, ils ont dit qu'ils ont pris conscience que c'est pas de la bonne manière. Juste pour ajouter un point ou bien pour faire une concordance par rapport à ce que Adamo vient de dire. Quand vous voyez, il a donné un exemple, il est retourné en arrière pour savoir en fait les mots de ce système-là. Et il a dit que nos parents ou bien nos aînés, ils sont capables d'enseigner les gens du niveau antérieur, les plus jeunes. Pourquoi? Parce que ces gens-là, en ce moment-là, je dirais que le système n'a pas été dépassé. Actuellement, notre système éducatif, c'est vraiment du passé. C'est dépassé et c'est quelque chose qu'on doit rénover à mon sens. Il faut apporter des modifications à ce système-là. Voilà, d'où la question en fait, justement, c'est pour ça que je vous ai demandé quelle analyse du système vous en faites aujourd'hui, parce que et même dans mon introduction, je parlais tantôt, en fait, ce système-là, il a connu son heure de gloire, en fait, il a été très performant, mais aujourd'hui, et c'est indéniable, en fait, plus la société évolue, plus on doit évoluer en même temps, au même rythme. Donc aujourd'hui, ce système ne répond plus. Donc c'est pour ça, en fait, je vous demandais tantôt l'analyse que vous en faites. Et est-ce que vous pensez que c'est un problème inhérent au système à lui-même, en fait, ou bien il y a un problème de suivi? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la qualité. Quand vous faites le comparatif, par exemple, par rapport à nos parents, nos grands-parents, est-ce que vous pensez qu'il y a un souci au système en général, ou bien un problème de suivi, en fait, par rapport à l'État? Bon, merci pour votre question, Dr. Suleiman. Et moi, je dirais que c'est à plusieurs niveaux. Donc, c'est au niveau du système en lui-même, parce que comme ingénieur Moumouni vient de le souligner, on n'a pas adapté le bon système. Donc, certes, au début, ça marchait, mais parce qu'on était au début, donc on a à peu près les mêmes problèmes. Là, ça marche, mais actuellement, il faut que le système soit rétroactif, comme vous venez de le dire. Lorsque vous gérez un truc, je prends juste l'exemple, une entreprise par exemple, vous la gérez, vous allez voir dans le milieu social, vos clients, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Vous allez étudier sur tous les plans. Une sorte d'étude de marché. Exactement, afin de leur proposer quelque chose qui leur convient. Donc, il en va de même pour le système éducatif. On doit donc voir qu'est-ce que la population a besoin. Si peut-être il y a un problème social qui n'a rien à voir avec l'éducation, on doit l'étudier, voir est-ce qu'il n'impacte pas donc l'éducation au Niger. Donc, c'est déjà pas un bon système, donc c'est un problème au niveau du système. Selon moi, il faut qu'on le change. Et aussi, il y a le problème de suivi. Parce que les parents, la plupart, si vous prenez, plus de 50% de la population nigérienne n'est pas alphabétisée, ce qui fait que, et aussi un élément très important qu'il faut souligner, quand une personne n'est pas allée à l'école, quand il n'a pas parcouru le même chemin, il ne peut pas donc garantir un suivi à son enfant.
Là, je parle des parents d'élèves. Au niveau de l'État aussi, si vous prenez par exemple les étudiants qu'on envoie à l'étranger pour étudier, il n'y a pas un suivi. Un étudiant, il peut finir, continuer ailleurs, faire tout le tour du monde qu'il veut. L'État qui l'a envoyé ne sait même pas ce qu'il fait. Il est en train d'enrichir, d'amener beaucoup de choses à d'autres systèmes, alors qu'eux, ils sont en manque. Donc, c'est un problème de suivi, c'est un problème aussi au niveau du système en lui-même. Et aussi un autre point à ne pas donc négliger, c'est aussi un problème. D'accord. Donc, je remercie ingénieur Adamou. Alors, je ne sais pas si vous devez rebondir par rapport à la question. Ou... Par rapport à cette question, je pense que Adamou il a fait en quelque sorte le tour. Et déjà, on a évoqué les points sur cette question dans la question précédente. Moi, je pense que personnellement, c'est un problème lié au système, à lui, mais aussi un problème de suivi, comme il l'a souligné. Parce que quand vous prenez déjà le système, je le rappelle encore, il est vraiment vieux, on doit l'adapter en fonction des réalités de notre pays. Quand vous prenez par exemple, il y a des matières qu'on enseigne aujourd'hui, on peut se demander l'histoire des colons ou bien des choses qu'on nous enseigne. À quoi ça va nous servir? Quand tu prends un enfant dans la rue, tu lui demandes l'histoire d'un guerrier, quelqu'un qui s'est battu pour le Niger, il la connaît pas. Alors là, il y a un problème. Si aujourd'hui on se pose ce genre de questions, c'est quelque chose de nécessaire. Si on instaure cela dans les histoires, les choses, c'est vraiment quelque chose d'utile. Pourquoi? Quand l'enfant va grandir, par exemple, il connaît l'histoire de quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, il va essayer de l'imiter. Imaginez que un enfant essaie d'imiter quelqu'un qu'il ne connaît même pas, ou bien un colon c'est quelque chose d'assez grave. Vous voyez? Ça, c'est un problème lié au système. Et le manque de suivi, ça, c'est au niveau parental et au niveau de l'État. Au niveau parental, on peut ne pas en vouloir aux parents parce qu'ils sont en majorité analphabètes, comme il l'a dit. Mais au niveau de l'État, ce manque de suivi, là, vraiment, c'est quelque chose d'inacceptable. Il faut essayer de trouver des solutions à cela parce que moi, je l'ai toujours dit. Les gens qui sont envoyés ici, c'est pas normal. Même quand le Maroc, par exemple, essaie de proposer des bourses au Niger, pourquoi on nous propose, on doit imposer ce que nous, on a besoin. On n'envoie pas des gens comme ça, juste comme une troupe. On n'a pas besoin de ça. Parce on envoie juste parce qu'on a tel nombre de places, donc oui. Quand ces gens on envoie par exemple quel est juriste, allez-y, ou étudier quelle économie. Oui. Donc même si l'État n'a pas ce besoin. Est-ce qu'on a besoin de ces gens-là au pays? On doit faire des trucs orientés dont on a besoin. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est un sérieux problème au niveau de l'État qu'il faut résoudre. Oui, c'est une question en tout cas très importante que l'ingénieur Moumouni vient de soulever. C'est cette question il faut tout simplement prioriser en fait la chose. Il faut prioriser la chose. Aujourd'hui, c'est vrai, on s'est posé cette question depuis longtemps. À chaque fois, en fait, on a constaté qu'il y a tellement de juristes et des économistes. Après, on s'est dit, oui, c'est bien, c'est bien, on donne des bourses aux gens pour étudier le droit de l'économie. Mais est-ce qu'il y a un besoin aujourd'hui dans ces domaines-là, en fait, au Niger? Est-ce que quand ces gens-là finissent leur formation, est-ce qu'ils réussissent justement à trouver du travail au Niger? Est-ce que la société demande que ça, en fait? Vous voyez? Donc ça, c'est une question assez intéressante. Et justement, l'État doit revenir sur ça. Et après, vous avez soulevé la question du comment s'appelle la question de suivi. La question de suivi est très intéressante. Donc ça aussi c'est un problème en fait beaucoup plus étatique parce que les parents, bon c'est vrai en fait on peut pas imposer ou demander à chaque parent de suivre nécessairement l'enfant même si c'est aussi une obligation de la famille. Et quand nous-mêmes on n'a pas été à l'école donc on n'a pas cette obligation. Bon après j'aimerais vous poser la question à savoir par rapport aux baisses des niveaux et la baisse des résultats, surtout que nous constatons, donc il y a une conséquence directe de baisse des niveaux. En fait, est-ce que vous pensez que ce problème-là est lié à un problème d'enseignants ou bien il s'agit d'un problème de la politique étatique, toujours du système à lui-même? Merci, Dr. Suleiman, pour cette question. C'est toujours
en fait, c'est un enchaînement. Moi, je reviens toujours au plus haut niveau. Le problème, d'abord, le plus gros problème, c'est de notre système éducatif, c'est au niveau de l'État. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui est à la tête, c'est eux qui prennent les décisions donc de ce système-là. Donc tous les mots, ils viennent d'en haut. Si on veut vraiment trouver des solutions, c'est de là qu'il faut commencer. Donc c'est au niveau de l'État qu'il y a des plus grands soucis. Au niveau des enseignants aussi, il y a des problèmes. Mais les problèmes des enseignants, qui a choisi les enseignants? C'est l'État qui a choisi les enseignants. Donc si l'État a pris les bonnes dispositions afin d'avoir des bons enseignants, on n'aurait pas de problèmes au niveau des enseignants. Est-ce que vous voyez? Voilà, oui, j'aime bien l'analyse cause-effet en tout cas, mais on va voir ce que M. Adam pense. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un problème au niveau des enseignants ou bien le souci se situe à une plus haut niveau, voilà, comme l'a soulevé l'ingénieur Mouni. Ouais, je suis avec l'ingénieur Mouni pour ce qu'il avait dit. C'est vrai que s'il y a un problème au niveau du système, ça doit venir. Le premier responsable, c'est l'État, c'est lui qui gère. Donc, c'est l'État qu'il faut accuser. Mais les enseignants aussi, eux aussi, ils ont leur part de responsabilité. Un enseignant, parce qu'à un moment donné, on sait que ça ne va pas dans un pays. Donc, si on t'a choisi comme enseignant, ça veut dire que tu es responsable, tu es capable d'amener quelque chose. Donc, un plus. Donc, si l'État ne fait pas des choses, si toi, tu peux à ton niveau arranger certaines choses, donc pourquoi pas ne pas le faire? Donc, moi, je dirais que le problème vient de l'État, qui est le premier responsable, et aussi au niveau des enseignants. Parce que eux, ils doivent prendre leurs responsabilités pour, donc, sinon, pourquoi accepter le poste tout simplement? Voilà, donc, c'est que je pense. Voilà, donc, en fait, vous mettez l'accent sur le côté initiative, en fait, auprès des enseignants. Donc, il faut qu'il y ait des initiatives personnelles aussi, parce qu'à un moment donné, bon, c'est vrai qu'il y a une certaine pédagogie qui est là, il y a un certain programme à respecter, mais la manière dont je transmets le savoir, là, c'est quelque chose qui est propre à l'enseignant, donc il peut innover dans ce sens-là, en fait, positivement pour se faciliter la tâche lui-même et faciliter justement l'apprentissage des enfants. Alors, bon, question recrutement, l'ingénieur Moumoui a soulevé un point important, c'est qu'en fait, aujourd'hui, s'il y a une défaillance au niveau des enseignants, donc si jamais défaillance il y a, c'est que quelque part, l'État a une part de responsabilité. Parce que le recrutement, en fait. Et j'allais en venir à cette question, en fait, l'audit du ministère de l'enseignement primaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'évaluation qu'il y a eu, en fait, sur les enseignants? L'évaluation qu'on a eu à effectuer afin de voir les compétences des enseignants sur les livres. Bon, personnellement, moi, ce que je pense de cette évaluation, c'est vraiment, elle n'a pas été organisée dans les bonnes conditions, je dirais. Pourquoi? Parce que pour moi, franchement, on ne peut pas mesurer les compétences ou bien les compétences d'un enseignant en faisant des examens du genre qui sont on va dire, du bas niveau pour qu'on sache est-ce qu'il est compétent. Pour moi, la compétence, c'est plus que cela. En fait, on peut être compétent et ne pas pouvoir transmettre le savoir qu'on a. Donc, peut-être l'examen, on aurait dû faire ça de façon pédagogique et non de façon scolaire. Est-ce que vous voyez? Pour moi, c'est juste un prétexte pour l'État afin de réduire en quelque sorte le nombre d'enseignants parce qu'ils sont plus à mesure de les prendre en charge. Donc, on s'est retrouvé malheureusement avec des enseignants, des anciens, nos aînés comme Admoun l'a dit. Il y a des enseignants qui exerçaient et qui étaient compétents, malheureusement qui ont été chassés. Et on s'est retrouvé avec des contractuels, les nouveaux, qui n'ont pas suivi de formation, mais qui ont réussi l'examen. Est-ce que vous voyez? Donc c'est quelque chose d'assez grave, quoi.
Oui, effectivement, bon, je ne sais pas ce que Adamou pense par rapport à ça. En tout cas, je trouve, même si je ne dois pas donner mon avis, mais je trouve que oui, en fait, l'évaluation en elle-même, quand on constate, c'est une évaluation beaucoup plus scolaire. En fait, c'est comme si l'enseignant était l'élève. Or, l'enseignant n'a pas besoin d'être l'élève, tout simplement. L'enseignant, il est là pour transmettre, en fait. S'il a cette capacité de faciliter la transmission, je pense qu'il ne doit pas y avoir de souci. Mais on écoute votre avis. Je suis avec vos deux points de vue. C'est vrai quand même s'il faut évaluer l'enseignant, il faut aller au-delà des bancs. Parce qu'un enseignant, on ne peut pas l'amener à la place d'un élève pour l'évaluer avec presque les mêmes épreuves que l'élève. Parce qu'un enseignant, d'abord, c'est la pédagogie. Comment il enseigne à l'élève. Donc, comment il arrive à faire entrer quelque chose dans la tête de l'élève. Donc, ça, c'est un point, un critère, je pense, très important à évaluer. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Un savant égyptien, pour enseigner, donc, une connaissance à un apprenant, il faut le faire avec le cœur. Et donc, l'enseignant, il est en contact direct avec les élèves. Il est plus en mesure de proposer, donc, une gastronomie de connaissances, comme le disait Idrissa Berkane, à l'élève. Donc, il est plus en mesure de lui donner ce qu'il lui faut, ce que l'élève a besoin. Donc, si eux, ils mettent les enseignants à la place des élèves, c'est parce qu'ils veulent réduire le nombre des enseignants. Donc, c'est pas la bonne méthode. Ils font de la politique, il faut le dire. Et aussi, déjà, le système d'évaluation en lui-même n'est pas un bon système d'évaluation, et pour les élèves et pour les enseignants. Et là, on adapte ce système d'évaluation à des enseignants, ce qui est encore plus pire. Donc, les résultats, c'est certain que les résultats seront fausses. Donc, comme l'ingénieur Moun vient de le souligner, il y a des enseignants qui sont très compétents et que là, on les a remplacés avec des contractuels. Donc, vous voyez à quel point leur système d'évaluation est vraiment défaillant. Donc, je pense que c'est vraiment pas une bonne manière. Et aussi, un autre point, le fait de déclarer publiquement, donc, vous voyez les résultats, mettre en cause un enseignant, ces braves personnes qui de fois partent dans des campagnes pour donner le meilleur de ce qu'ils ont et pour en finir comme tel, c'est vraiment désolant. Effectivement. Donc, je remercie ingénieur Adamou. Justement, cette question de, en fait, la manière dont les résultats étaient communiqués, c'était vraiment pas respectueux, en fait, pour un ministère de communiquer les résultats de la sorte, d'autant plus que l'examen, donc, comme on est resté d'accord dessus, l'examen était beaucoup plus, en fait, scolaire par rapport à l'évaluation de l'enseignant. Et donc, aujourd'hui, en fait, la question, elle est beaucoup plus pédagogique, en fait, qu'autre chose. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur la manière dont l'enseignement est transmis, la manière dont la connaissance est transmise, la manière dont l'enseignant arrive à le faire. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on a besoin de mettre l'accent, plutôt que de se limiter, en fait, de se rabaisser à évaluer est-ce que l'enseignant peut résoudre une solution? Non. Donc, il faut qu'on aille au-delà de tout ça. Et aujourd'hui, le système a besoin d'une analyse, on va dire, réelle de notre situation, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Donc, il faut qu'on revienne justement sur nos propres réalités, essayons d'adapter le système, de s'inspirer, comme vous le disiez tantôt, des systèmes qui marchent déjà. Donc, voilà. Bon, je pense qu'on a assez discuté sur cette question et on peut dire qu'on est à la fin de la première partie. Donc, on vous donne rendez-vous pour la deuxième partie, Inch'Allah.